toutes et tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Une édition, vous le savez bien sûr, précédée d'un sommaire que voici. Le passeport santé, climat et environnement sera remis prochainement aux lycéens de Monaco. La piscine Saint-Charles a fait peau neuve, découverte dans un instant de cet espace version 2.0. Vous en saurez plus sur Monaco en 360 degrés. La 20e journée européenne du patrimoine aura lieu ce dimanche à Monaco. Dès samedi, plusieurs rendez-vous sont proposés. Cette année, vous pourrez notamment découvrir la chapelle privée de l'archevêque. Présentation ensuite de l'édition 2016 du Printemps des Arts. Et puis le concert de l'OPMC, série Grande Saison, a eu lieu le week-end dernier. Un reportage à la fin de ce journal. Il s'agit d'une première. Les lycéens de Monaco vont très prochainement recevoir un passeport santé, climat et environnement. L'objectif est de les préparer au changement climatique de demain. Un reportage de Fabien Bonnier et de Serge Prémont consacré au partenariat qui lie désormais la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports au centre scientifique de Monaco. Ils étaient une quarantaine de lycéens de première ou de terminale des différents établissements secondaires de la Principauté à avoir participé au lancement de ce passeport santé, climat et environnement. Cet enseignement optionnel a été proposé sur la base du volontariat. Cette formation sera composée de 10 séminaires hebdomadaires qui seront disponibles pendant 8 jours au sein d'une plateforme de connaissances interactive ouverte sur Internet. Un enseignement sur les répercussions des changements environnementaux sur la santé humaine, un des enjeux majeurs de santé publique du XXIe siècle. Pour nous, l'éducation nationale, c'est très important de sensibiliser les élèves au respect de l'environnement, notamment aussi les alerter sur le réchauffement climatique. Donc ce partenariat va permettre à nos élèves de faire un enseignement à distance. Deuxièmement aussi, de faire en sorte que les cours que nous donnons à nos élèves au sein de nos écoles soient aussi proposés par d'autres chercheurs, par des professeurs, par des médecins, par des ingénieurs, par des spécialistes du climat. Et donc pour eux, c'est une ouverture à l'international. Le principe, il est double. C'est d'une part de familiariser des étudiants, des lycéens motivés avec une problématique qui est extrêmement importante, qui est celle des effets des changements environnementaux sur la santé humaine. Le deuxième élément, c'est que on utilise pour ce une pédagogie innovante, puisque c'est plus un cours. Là, il y avait une quarantaine de jeunes qui étaient réunis. Mais non, chaque lycéen aura à disposition sur son ordinateur personnel ou un ordinateur dans les salles d'informatique du lycée la possibilité de visionner ce cours et d'interagir avec le professeur. Concrètement, on va enregistrer tous les cours la semaine prochaine, au centre scientifique, avec tous les professeurs qui viendront. Certains viennent de Paris pour venir enregistrer un cours. Et les cours seront diffusés à partir de la première semaine de décembre pour essayer de faire 3 cours, donc pendant 3 semaines différentes en décembre, et faire les 7 autres en début d'année scolaire, en tenant compte bien sûr des vacances. L'objectif principal étant de préparer les lycéens au challenge climatique de demain. Différents sujets seront abordés, le changement climatique, la pollution atmosphérique, la raréfaction et la pollution de l'eau, ou encore par exemple les phénomènes climatiques tels que les tempêtes, les cyclones ou les sécheresses. J'aimerais vraiment pouvoir m'investir plus tard pour ma planète, parce que c'est notre génération qui doit agir et pas encore repousser à nos enfants ou plus. Ça m'intéresse beaucoup de savoir les idées reçues sur le réchauffement climatique, etc. Parce que j'aimerais continuer mes études peut-être dans cette zone-là, donc voilà, pour étendre mon savoir là-dessus. Pourtant, ça compte pas pour le bac ? Oui, non, mais j'aime bien m'engager dans tout ce qui est extrascolaire et j'aime beaucoup aussi... je m'intéresse beaucoup à l'environnement, puis je pense que c'est important de nos jours, donc voilà. À l'issue de cet enseignement, un passeport santé, climat, environnement sera délivré à ces lycéens, un plus sur leur CV et la suite de leur cursus. Dans le reste de l'actualité, vous le découvrez sur ces images, la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe se tient en Principauté. Après entre autres Saint-Marin, Chypre, le Liechtenstein ou encore le Luxembourg, ce rendez-vous réunit les présidents depuis mardi sur le sol monégasque. Un reportage à suivre dès mercredi 19h sur Monaco Info.
Vous faites peut-être partie du public qui a pu redécouvrir depuis ce week-end la piscine Saint-Charles, la piscine qui a en effet réouvert ses portes après 4 mois de travaux et de rénovation. Alexandra Pani vous livre plus de détails sur les nouveautés désormais proposées. En bref, la version 2.0 de ce nouvel espace. La piscine Saint-Charles a retrouvé ce week-end une seconde jeunesse. Les bébés nageurs ont pu reprendre la direction du bassin avant l'ouverture en début de semaine au grand public. 4 mois de travaux auront été nécessaires avec 6 phases bien distinctes. Près de 26 tonnes de gravats ont été évacuées avant la pose et la soudure des tôles en inox sur les parois verticales et le fond du bassin. Une technique innovante testée depuis près de 40 ans dans les pays scandinaves. La vétusté faisait qu'il fallait de toute façon faire quelques travaux, joints ou autres. Et le service des sports et son directeur Arnaud Justi ont pensé que peut-être ce serait bien de faire quelque chose d'encore plus innovant, d'encore plus moderne et d'encore plus facile de nettoyage, facile aussi pour le public, puisqu'on a changé quelques accès aussi, de faire ça en inox. Il faut remercier grandement le gouvernement princier qui a beaucoup aidé la mairie de Monaco financièrement, mais également qui a soutenu ce projet. Et les services de sport et des associations et des travaux de la mairie. Et tout ça, ça a été une belle synergie pour aujourd'hui avoir ce beau résultat. Ce bassin d'eau douce est chauffé entre 28 et 32 degrés. Les dimensions sont restées quasi identiques avec une surface de 18 mètres par 12. L'utilisation de tôles en inox comme surface de revêtement de cette nouvelle piscine a nécessité quelques adaptations. La partie petit bassin utilisée pour les cours d'aquagym ou de bébés nageurs a été étendue et atteint à présent les 80 cm de profondeur, alors que l'on compte jusqu'à 2 mètres pour la partie la plus profonde de la piscine. Au niveau du toucher, c'est beaucoup plus doux qu'un carrelage classique, il n'y a pas de joint. Le fait qu'il n'y ait pas de joint permet aussi d'éviter l'accumulation de bactéries, parce que les bactéries de l'eau vont s'accumuler dans les joints en fait, plus que sur le carrelage. Donc là, il n'y a pas de joint du tout, puisque tout est soudé, c'est une seule matière unique. Et du coup, qui dit moins de bactéries dans l'eau, dit moins de produits chlorés aussi. Cette rénovation a également permis une amélioration des infrastructures, avec notamment un pédiluve et un accès au bassin adapté aux personnes à mobilité réduite. Et à noter que la partie petit bassin accueille désormais une zone de balnéothérapie, avec banquette à bulles, jet hydromassant et cascade col de cygne pour un agréable moment de relaxation. Le projet est en cours de finalisation, mais ce n'est plus désormais qu'une question de jours. Il sera désormais possible de découvrir plusieurs sites de la Principauté avec des vidéos qui offrent des vues à 360 degrés. L'initiative revient à la direction du tourisme et des congrès, comme vous l'explique Patricia Navarro dans ce reportage. Le projet s'appelle 360. L'idée est d'offrir une vision panoramique des endroits touristiques de Monaco. La direction du tourisme et des congrès a lancé depuis quelques semaines une série de tournages en partenariat avec des hôtels, mais aussi des lieux emblématiques tels que le jardin exotique ou le musée océanographique. Elle s'est inspirée de vidéos réalisées il y a quelques années pour la Société des bains de mer. Ce nouvel outil est destiné notamment aux agences de voyage ou organisateurs de congrès. Ce support est très simple d'accès puisque ce sera sur Internet. Tout le monde pourra aller consulter depuis Dubaï, depuis Sydney, depuis Santiago du Chili. Tout le monde pourra aller se promener à Monaco en 360, en visite virtuelle. À Monaco et un petit peu même ailleurs, puisqu'on a le golf de Monte-Carlo qui fait partie de notre offre aussi, qui est répertorié dans ce magnifique outil. Et tout le monde pourra le consulter, tout le monde pourra aller voir quelles sont par exemple la capacité des salles du Grimaldi Forum, quelles sont les possibilités de se déplacer entre l'hôtel Hermitage et l'hôtel Métropole, qu'est-ce qu'offre l'hôtel Hermitage par exemple comme salle de restauration, qu'est-ce qu'il offre pour aller jusqu'au Fairmont, quel sera le chemin, enfin tout est détaillé. Ça c'est pour parler des hôtels, mais nous avons aussi par exemple le chapiteau, nous avons aussi une visite du jardin exotique, nous avons plusieurs visites en fait possibles qui vont être montées bout à bout afin de donner ce résultat magnifique. Pour obtenir ce résultat, la DTC a fait appel à une société spécialisée dans la communication audiovisuelle et qui utilise des moyens technologiques permettant de mettre au point ces visites guidées vidéo. Nous utilisons un drone donc pour la partie aérienne. Nous décollons alors avec toutes les contraintes liées à cette pratique
autorisation, météo, choix du lieu, etc. Et une fois qu'on est en l'air, on prend à peu près une vingtaine de prises de vue en faisant tourner l'appareil à photo. Et l'idée étant de couvrir l'ensemble du point de vue. Et ensuite, de façon logicielle, nous venons assembler toutes ces vues les unes aux autres. On va vraiment plonger le visiteur au cœur de l'image, comme si c'était un oiseau en fait. Et on va pouvoir apprécier le paysage de part et d'autre. Les vidéos sont non seulement tournées en extérieur à l'aide de drones ou de mâts de 9 mètres de haut, mais aussi à l'intérieur. Suite de notre série de reportages consacrés à la Journée européenne du patrimoine. Elle aura lieu dimanche, mais vous le savez très certainement, dès samedi, de nombreux sites et rendez-vous seront proposés au public gratuitement. Aujourd'hui, Patricia Navarro s'est intéressée à la chapelle privée de Monseigneur Bernard Barcy. Voici son reportage. C'est un petit coin de paradis, niché en plein cœur du rocher. Derrière les grands murs de l'archevêché, à quelques mètres de la cathédrale de Monaco, se cache un petit jardin verdoyant. La végétation s'y épanouit. Le maître des lieux n'est autre que l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy. C'est un beau jardin. Surtout sur le rocher, c'est assez rare de trouver. Vous savez, je dois vous dire que je l'apprécie beaucoup, mais j'y suis pas souvent dans le jardin, je fais que passer. Mais c'est vraiment très agréable d'avoir ce coin de verdure, ces arbres, ces orangers, ces citronniers, mandariniers, qui donnent d'ailleurs de très bons fruits, et qui sont là pour un peu permettre de découvrir la nature qui est très proche de nous. Ce jardin n'est pas la seule petite merveille que cachent les lieux. À l'intérieur de l'archevêché se trouve une petite chapelle privée dont Monseigneur Barcy seul a l'usage. Il s'y recueille le soir notamment lorsque la journée s'achève, mais y célèbre aussi parfois la messe pour quelques privilégiés. C'est le seul jour d'ailleurs de l'année où elle est ouverte, puisque c'est la chapelle privée de l'archevêque, où je célèbre la messe avec mes collaborateurs. Et de temps en temps, il peut y arriver qu'il y ait une célébration un peu privée que je peux faire dans cette chapelle. Alors cette chapelle est très belle, vous allez la découvrir dans un instant. Elle est très belle parce qu'il y a des vitraux qui représentent Sainte Dévote, des vitraux du 19e siècle, une statue de marbre de Carrare de la Vierge Marie. Voilà, il y a quelques petits joyaux qui sont très beaux et qui méritent d'être visités. Si vous profitez de la journée du patrimoine pour découvrir cette petite chapelle, vous pourrez également y admirer des vitraux qui sont des vestiges de l'ancienne chapelle des Carmes. Ils avaient été précieusement conservés et sont venus embellir ce petit lieu de culte lorsqu'il a été rénové il y a quelques mois. Il s'agit toujours d'un rendez-vous très attendu par les mélomanes, le Printemps des Arts. L'édition 2016 vient d'être présentée mardi dans un lieu plutôt atypique, comme vous l'explique José Sacré. Surprenante, l'affiche du Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016. Elle est signée de l'artiste américain Matthew Barney. Insolite, le lieu où a eu lieu ce mardi 13 octobre la conférence de présentation du Printemps des Arts. Il s'agit d'un tunnel parallèle à l'ancien tunnel SNCF de Sainte-Dévote, creusé pour permettre à la SMEG d'y installer du matériel technique. Étonnante, la programmation de Marc Monet. Il y a des points forts. Nous avons cette année un point très fort qui est Malheur, évidemment. Je pensais que c'était intéressant de faire entendre au public un regroupement de principales œuvres de Malheur. On n'a pas fait l'intégrale parce que je ne suis pas tout à fait favorable, mais il y en a beaucoup. Et là, on va entendre avec des grands orchestres allemands, 3 concerts de l'OPMC, dirigés aussi avec des chefs étrangers, etc. Donc j'ai voulu un point fort. Et puis je veux de la diversité. Donc par exemple, la Bretagne, c'est une culture extraordinaire. J'ai travaillé dessus depuis 2 ans. J'ai fait 2 voyages là-bas et j'ai rencontré des gens incroyables. C'est très vivant, c'est une autre culture. C'est une autre culture orale et qui n'a rien à voir avec Malheur, par exemple. Mais qui va nous capter parce que c'est beau, c'est tout simplement beau. C'est de la très belle musique, c'est de la danse, c'est vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je crois qu'on ne joue jamais la musique bretonne sur la Côte d'Azur. Monaco non plus, bien entendu, mais sur la Côte d'Azur.
Donc voilà, il faut trouver des choses qui contrastent, qui permettent que le public soit interrogé et qu'il soit curieux. Moi, j'ai envie qu'il soit curieux. Vous serez tous curieux de découvrir aussi les grands quatuors, parmi les meilleurs du moment, 2 immenses pianistes, les musiques au temps du Roi Soleil, mais aussi des masterclass, des conférences, des tables rondes, des concerts en appartement, le retour des voyages surprises, bref, 3 semaines de musique, de bonheur, d'émotion, du 19 mars au 10 avril 2016. Autre information liée à l'actualité de ce début de semaine à Monaco, nous vous en parlons régulièrement depuis le 2 octobre à travers notamment l'interview d'Elmira Shripchenko et des images des exhibitions organisées la semaine dernière avec son Excellence Henri Fissor. Le Grand Prix féminin d'échecs se tient au casino jusqu'à mercredi. Les joueuses ont été reçues, vous le voyez, par le ministre d'État, son Excellence Michel Roger, lors d'une réception à l'image de la championne du monde. Depuis, la compétition a repris. Reportage à suivre dans une prochaine édition sur Monaco Info. De la résidence du ministre d'État à l'auditorium Régnier 3, où le week-end a été marqué par un temps fort, le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans le cadre de la série Grande Saison. Au programme, entre autres bien sûr, Mozart. Dimanche 11 octobre, après Rondino, une œuvre contemporaine d'Herbert Willi, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Manfred Honeck, a interprété le 5e concerto pour violon de Mozart avec une violoniste sud-coréenne de 26 ans, Ye Yoon-choi. À l'âge de 16 ans, son talent exceptionnel et sa maturité ont été remarqués par Anne-Sophie Mutter, qui lui a permis de bénéficier d'une bourse de sa fondation. C'est d'ailleurs la fondation Anne-Sophie Mutter qui lui prête son violon, un violon de Pietro Giacomo Ruggeri de 1710, un instrument qui a fait merveille dans ce concerto de Mozart. Ye Yoon-choi, impeccable sur le plan de la maîtrise technique, a développé une lecture virtuose à la fois frémissante et profonde. En troisième partie, le chef Manfred Honeck et les 100 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se sont attaqués à un véritable monument de la musique symphonique, la 4e symphonie d'Anton Bruckner, qualifiée par le compositeur de romantique. Pour Bruckner, la musique était l'instrument de la révélation et de la foi, de l'immersion mystique en Dieu. Ainsi, ces symphonies sont comme d'immenses cathédrales sonores. Grâce au talent et à l'engagement des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de leur chef d'un soir, le public de l'auditorium Régnier 3 a pu approcher les merveilles de cette cathédrale et en retirer la plus précieuse des récompenses, une intense émotion. Pour quelques musiciens croisés après le concert, ce concert était peut-être l'un des meilleurs de la saison. Vous l'avez raté ? Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Passeport santé, climat et environnement, journée européenne du patrimoine, ouverture de la piscine Saint-Charles après travaux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, du soleil et quelques nuages, température comprise entre 16 et 21 degrés. Jeudi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, un ciel un peu menaçant en fin de journée. Vendredi, un temps plus frais, un ciel partagé entre nuages orageux et apparition du soleil. Samedi, du beau temps en perspective pendant une bonne partie de la journée, comptez jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée.
Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous laisse avec la suite de votre programme sur Monaco Info et aujourd'hui, le magazine dédié au 7e art de José Sacré. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.